Bonjour. Comment la beauté des lieux n'aurait-elle pas attiré les Grecs qui essaimaient le long de la Méditerranée, installant des comptoirs, échangeant des marchandises avec la population autochtone, apportant leur culture et leurs connaissances. La beauté des lieux est la promesse d'amour de Gyptis, la fille de Nan, le roi ligure, à Protis, le chef phocéen, symbolisée par une coupe offerte, conduisirent les Grecs à s'enraciner sur les rives du Lacidon et à y fonder une ville qui deviendra très vite la reine du bassin méditerranéen, Massalia. Cela se passait au VIe siècle avant Jésus-Christ. Très vite, la nouvelle cité allait prospérer, et bientôt de nouvelles vagues suivirent, qui apportèrent des plants de vignes et d'oliviers dont on ignorait jusqu'alors l'existence. Les vaincus des Carthaginois, les redoutables Carthaginois, qui semaient alors la terreur autour de la Méditerranée, trouvèrent en Marseille une autre patrie. Par ailleurs, au pied de cette Hymette, montagne de l'Attique au sud d'Athènes, qu'est la colline de la Garde, au bord de la Grande Bleue, en face de petites îles paradisiaques, ils se retrouvaient chez eux. Massalia, c'était la nouvelle fossée, semblable à l'original, mais avec, en plus, la paix, la sécurité et ce plaisir impétueux de vivre, d'échanger, de s'amuser. Pourtant, tout n'était pas toujours tout rose, et Carthage s'efforça de mettre la main sur le commerce florissant de Massalia avec l'Orient. Mais Massalia tint bon et sut se faire respecter avec l'aide des peuplades gauloises des alentours avec lesquelles elle entretenait d'excellents rapports et des Grecs établis dans ses murs. Pour vous donner une idée de sa situation géographique, Massalia était essentiellement construite autour du vieux port, mais seulement du côté nord, au flanc de la butte Saint-Laurent que couronnait l'acropole, l'autre rive étant couverte de forêts. Sur le versant de Saint-Laurent s'étalaient les gradins du théâtre. Les docks allaient jusqu'à l'emplacement de l'actuel hôtel de ville, et on y a trouvé, et on y trouve encore, de nombreuses jarres qui contenaient vin, huile et grains. L'agora occupait tout le sous-sol de la place de l'Anche, et à l'emplacement de l'hôtel-dieu se dressait, monumental, le temple d'Apollon. Massalia respirait un bonheur simple, mais un bonheur qu'elle construisait chaque jour, car elle considérait que seul le travail qui apportait la prospérité pouvait le conforter. Dans ce domaine, celle qui représentait pour elle le plus grand danger, c'était évidemment Carthage, qui tenait les colonnes d'Hercule, arraisonnant, pillant, tuant, faisant esclaves tous ceux qui s'approchaient de Gibraltar. Carthage, c'était aussi pour Marseille la pire des concurrentes, dans le domaine du commerce et dans celui des découvertes, car le monde restait encore à découvrir à cette époque, et les Carthaginois étaient des navigateurs hors pair qui affrontèrent avec courage l'océan, et s'en proclamaient d'ailleurs les maîtres. L'océan avec, disait-on, l'Olympe, capitale des dieux sur terre, au centre. Mais les Marseillais n'étaient pas décidés à laisser à Carthage le prestige de la découverte de nouvelles terres. Le fameux Pythéas, que j'évoque dans un précédent récit, se lancera sur les flots inconnus vers 340 avant Jésus-Christ, et le téméraire Massaliote entrera ainsi dans l'histoire et dans la légende de Marseille. Même s'il ne fut pas toujours pris au sérieux par ses compatriotes quand il revenait au pays,
racontant des histoires invraisemblables de mers qui gèlent ou d'étranges créatures qui marchaient lourdement sur des pieds de cheval et dormaient dans des trous de neige enveloppés de leurs oreilles, car Pythéas et ses marins avaient interprété de cette façon les raquettes rudimentaires des Esquimaux, leurs capuchons fondus derrière, dans lesquels effectivement ils dormaient enroulés. On comprend que ces récits firent beaucoup rire les Marseillais, et à n'en pas douter, Pythéas inventa la galéjade. Mais un autre voyageur, Eutimène, de retour d'Afrique, rapporta des histoires tout aussi invraisemblables, et ne fut pas plus pris au sérieux. Marseille, en tout cas, grâce à ses navigateurs intrépides, repoussait les limites du monde connu, tout en devenant l'une des portes d'accès des arts et de l'industrialisation de la Grèce vers des nations d'une évolution plus tardive. Nous avons parlé de Carthage et des frictions entre les deux grandes cités. Mais, me direz-vous, et Rome? Rome qui était alors encore au fait de sa puissance. Eh bien, Massalia n'était nullement impressionné par elle. Massalia, la grecque, entretenait même de très bons rapports avec Rome. Il faut dire que dès le IVe siècle, un danger commun les liait et explique sans doute cette proximité. Rome luttait contre la suprématie des Étrusques et Marseille contre celle de leurs alliés, les Carthaginois. Et chacun d'épaulait l'autre de son mieux. Les résultats de ces relations excellentes s'avérèrent fructueux pour les deux protagonistes. En 217 avant Jésus-Christ, les Romains infligeront une dure défaite aux Carthaginois sur mer avec le concours non négligeable des Marseillais. La cité phocéenne sera aussi présente auprès de Rome pour vaincre Hannibal et bien entendu pour détruire sa vieille rivale, Carthage, en 146 avant Jésus-Christ. Elle sera en première ligne auprès du consul Marius pour massacrer les Cimbres et les Teutons au pied de la Sainte Victoire en 102 avant Jésus-Christ. Rome, de son côté, nous aidera à repousser les Ligures, menaçant nos colonies de Nice et Antibes, les Voconces de la région de Vaison et les Saliens d'Entremont près d'Aix. Tout allait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, Grecs et Romains, et aucun nuage ne semblait devoir assombrir le ciel radieux de l'alliance cordiale entre les deux cités qui entendaient bien faire triompher la civilisation face au reste du monde encore dans l'obscurantisme, à savoir le monde barbare. La civilisation grecque, bien entendu, pour les Marseillais, la romaine pour les Romains. Mais nous ne chipoterons pas pour ce détail. Disons donc tout simplement, si vous voulez bien, la civilisation. C'était toutefois sans compter sur la lutte fratricide qui allait éclater au plus haut sommet de l'État romain et nous entraîner, nous, Marseillais, dans une situation proche du désastre. En effet, à Rome, rien ne va plus entre les membres du triumvirat qui s'était constitué pour mettre fin aux guerres civiles devenues endémiques et qui dirigeait la République. Ce triumvirat était composé de Jules César, le stratège politique et militaire, fier et ambitieux, Crassus, cupide et sournois, et Pompée, l'esthète, beau gosse et poète à ses heures, mais aussi avide de gloire et de conquête, et surnommé Magnus, ce qui signifie le grand, en référence à Alexandre le Grand. Ce dernier obtiendra le contrôle de l'Hispanie, de l'Afrique et de Rome, et épousa Julia, la fille de Jules César, afin de consolider les liens de son pacte politique avec César. En 53 avant Jésus-Christ, Crassus trouva la mort au combat face aux Parthes, ce qui va détruire le fragile équilibre. De nouveaux troubles éclatent à Rome. Pompée obtiendra alors le titre de consul,
bénéficiant du soutien des sénateurs, parmi lesquels l'orateur et philosophe Cicéron. Il se fera couramment appelé princeps, ce qui signifie le premier des citoyens, d'où nous vient le mot prince. Mais il n'ose pas intervenir avec ses troupes à l'intérieur de Rome pour imposer ses volontés au Sénat et mettre fin aux luttes des factions. C'est pourtant le même homme qui aurait dit « Je n'ai qu'à frapper la terre du pied et il en sortira des légions ». Jules César, dont il faut savoir que l'identité complète est Caius Julius César, est alors en Gaule dont il entreprend la conquête. C'est la fameuse guerre des Gaules. Et après une longue suite de victoires retentissantes et de défaites cuisantes, une lutte décisive se livra autour d'Alésia, en Bourgogne. Après un long et terrible siège, Vercingétorix est contraint de se soumettre et de se livrer à César. Les dernières résistances sont brisées à Uxellodonum, Lusec dans le Lot. La Gaule perdait 1 million d'hommes. La pacification de la Gaule était achevée. En 50 avant Jésus-Christ, Pompée convainc le Sénat de lancer un senatus consulte contre César, enjoignant celui-ci de prendre congé de son armée. C'est le retour des guerres civiles. César, ayant franchi le Rubicon, avec la 13e Légion, longe l'Adriatique, puis entre dans la ville éternelle, en chasse Pompée et soumet en 9 semaines l'Italie entière. Pompée, maladroitement, laisse 7 légions dans son proconsulat d'Espagne, sous le commandement de ses légats. Il tente de son côté de constituer une autre armée en Macédoine, au nord de la Grèce, dans l'espoir de prendre César en tenaille. Alors, me direz-vous, pourquoi nous sommes-nous mêlés dans cet affrontement des Césars? Car c'est bien ce qu'il advint. En réalité, c'est Jules César qui nous y a mêlés en nous sommant de prendre parti. Le monde grec, dans son ensemble, s'était rangé du côté de Pompée, l'aristocrate, contre le parti populaire qui soutenait César. Or, Marseille étant grecque, on peut penser que la crainte de César était qu'en toute logique, nous allions pencher du côté de Pompée. C'est la raison pour laquelle il demanda au chef Massaliote de déclarer ouvertement leurs intentions. Ceux-ci, dans un premier temps, restèrent évasifs. Il faut préciser que Marseille, à l'heure des Césars, fonctionnait selon des règles bien établies et les statuts d'une aristocratie qui détenait les rênes du pouvoir et appliquait les lois au nom et avec le concours du peuple. Le système massaliote, bien huilé, faisait des envieux. Les Marseillais participaient pleinement à la vie de la cité et Massalia jouissait de la plus grande stabilité politique qui lui garantissait une économie prospère depuis des siècles. L'ordre et la sécurité régnaient à Massalia. Grâce à des finances saines et une rigueur administrative de bonne aloi, la cité pouvait s'occuper d'elle et de ses habitants. La propreté de la ville était l'un des soucis quotidiens des responsables de la cité, et la cité phocéenne ressemblait à un sous-neuf. Les palais, mais aussi les plus simples demeures, étaient éclatants de blancheur sous le soleil ardent. La santé de chacun, tant matérielle que morale, était préservée par des mesures drastiques prises pour empêcher les malades de pénétrer dans la cité. Les observateurs romains, comme Strabon dans sa géographie, se firent souvent l'écho de la bonne santé de la ville due à un système administratif et politique original. Massalia était en effet une république dans laquelle chaque citoyen était appelé à faire entendre sa voix dans toutes les décisions importantes. Valère Maxime,
dans ses mémorables, ne cacha pas son enthousiasme et son admiration pour la République de Massalia, et écrivit notamment: les citoyens de la République de Massalia ont une constitution aristocratique la mieux réglée de toutes. Elle dépend d'un conseil de 600 hommes qui ont cette charge à vie et répondent au nom de Timouc. Ils sont 15 de ce conseil, le Synédrion, à le présider et à qui est confiée la gestion des affaires courantes. À tour de rôle, 3 d'entre eux sont au premier rang et l'un d'entre eux préside. On ne peut devenir Timouc si l'on n'a pas d'enfant et si l'on n'est pas citoyen massaliote depuis 3 générations. Pour assurer la sécurité indispensable à la santé matérielle et morale de chacun, dont je parlais à l'instant, les Timoucs avaient établi des barrières de protection pérennes. Nul ne pouvait franchir les murs de la cité armé. Il fallait déposer les armes en entrant dans la ville, et elles n'étaient restituées à son propriétaire que lorsqu'il en ressortait. Si les armes étaient exclues à Massalia, ce qui permettait à chacun de vaquer à ses occupations à toute heure du jour et de la nuit, sans risquer de se faire attaquer, la sécurité morale des citoyens était aussi assurée avec la plus grande vigilance. Ainsi, ceux qui tentaient de représenter au théâtre des actions infamantes étaient aussitôt chassés de la ville. La consommation de vin était interdite aux femmes, car, constataient les médecins massaliotes, le vin leur montait à la tête plus vite qu'aux hommes. À cette exception près, la femme jouissait des mêmes droits que les hommes, si ce n'est que la prostitution lui était formellement interdite. La peine de mort était abolie dans la pratique à Marseille, même si par souci de tradition on conservait précieusement depuis Gyptis et Protis le glaive voué aux exécutions capitales. Quant à la pratique du suicide, courante chez les Romains, elle dépendait autoritairement des décisions des 600, qui, au nom de l'État, attribuaient ou pas la ciguë à ceux qui la souhaitaient. Ces décisions étaient précédées d'enquêtes minutieuses sur les motifs du candidat au poison. Les relations entre personnes du même sexe étaient autorisées, dès lors qu'elles ne provoquaient pas de scandale et qu'elles restaient discrètes. Dans cette société presque idéale, chacun pouvait espérer se faire une place et œuvrer au bien commun. Les pauvres et les indigents étaient très rares et pris en charge par la société, ce qui fait que ne se posait pas le problème de la mendicité dans la ville. Il faut tout de même noter, pour être objectif, la persistance d'une tradition qui peut sembler barbare et qui était gérée là aussi par les Timoucs. Chaque année, à la même période, était organisé le meurtre rituel d'un sujet massaliote, celui qui avait commis une action vile et impardonnable et à qui était confié le rôle ingrat de bouc émissaire. Le malheureux, écrit l'historien provençal César de Notre-Dame, était nourri des mets les plus précieux, 12 mois durant, et aux frais des habitants. Après quoi, couronné de feuillage, vêtu d'habits consacrés, il était conduit en procession à travers les rues, au milieu des imprécations, afin que les maux de la cité tombent sur lui. Puis on le précipitait du haut d'une falaise. Mais Massilia, il faut le souligner, ce n'était pas seulement la cité phocéenne. Il y avait, au-delà des remparts de la ville, ce que l'on pourrait appeler le pays des Marseillais, qui s'allongeait à l'ouest, au milieu du territoire celto-ligure des Saliens, des portes de la ville au Rhône à l'ouest et à la Durance au nord. Massalia était par ailleurs à la tête d'une bonne trentaine de colonies dans lesquelles étaient appliquées ses lois, de Monaco à Hatch, de Brégançon à Cavaillon, et de nombreux comptoirs, Nicéa,
Antipolis, Athénopolis, Olbia, Toroentum, Cittavista, Glanum, et j'en passe. Elle était respectée par tous et bénéficiait d'une excellente réputation, comme en témoignent les contemporains, Cicéron notamment, qui dira que Marseille est l'Athènes des Gaules. Tite-Live, une ville aussi polie qu'au milieu de la Grèce. Pline, la maîtresse des études. De nombreux auteurs souligneront son rôle bénéfice sur le plan culturel et artistique auprès des Gaulois, puis plus tard des barbares. On appellera même Marseille l'école des barbares. Il est vrai que la ville était un foyer de cultures différentes, qu'elle assimilait en y puisant le meilleur. On y parlait le grec, le latin et le gaulois. Marseille répandra la connaissance des lettres grecques. Sous son impulsion, les monnaies gauloises seront inscrites en grec. Les écoles marseillaises dans lesquelles on enseignait l'art d'écrire, l'éloquence, l'histoire, la géographie, l'astrologie, la jurisprudence, la médecine, étaient très prisées sur tout le pourtour méditerranéen. Cette réputation et ses traditions, ses lois, sa culture, Marseille, qui, on le voit bien, occupait une place à part sur l'échiquier politique européen au temps des Césars, entendait bien la conserver contre vents et marées. Marseille, à toutes les époques de son histoire, s'est toujours distinguée par son esprit d'indépendance et n'a jamais supporté qu'on lui impose des lois qui ne sont pas les siennes, que l'on se mêle de ses affaires, qu'on veuille la soumettre à l'autorité d'un roi ou d'un régime qui n'est pas le sien. C'est la raison pour laquelle, à de multiples occasions, la cité phocéenne franchira le pas en instituant ses propres lois, son propre régime politique, ses propres dirigeants. Comme par ailleurs, elle fut toujours très sensible à l'idéal républicain et démocratique, et qu'elle demeurera nostalgique de ce temps-là, elle tentera à maintes reprises, tout au long de son histoire, de faire renaître la glorieuse République de Massalia que nous évoquons aujourd'hui. Lorsqu'éclata au grand jour la querelle entre Pompée et César, le chef de la cité phocéenne, le premier des citoyens de la République de Massalia, s'appelait Apollonides. Ce Massaliote, cultivé et féru d'art, était aussi un excellent gestionnaire et, on le verra, un remarquable chef d'armée. Apollonides, je l'imagine massif, robuste, imposant, dans une longue toge à la dernière mode romaine, avec un large front, un visage rond, des cheveux plats rejetés en arrière. Sa voix était sans doute impérieuse, un peu âpre et sourde, parfois ironique et appuyée. Son œil devait briller d'un feu extraordinaire. Je l'imagine bon comme le bon pain, vif comme l'argent, aigu comme un couteau, rusé comme un renard, gai comme un verre d'hydromel, vraisemblablement volubile, avec des gestes amples et des exclamations à la Pagnol. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il devait posséder une aura exceptionnelle et qu'il aimait passionnément sa ville, je dirais même viscéralement. Mais peut-être ai-je tendance à trop idéaliser l'un des premiers héros marseillais de l'histoire de notre ville. Marseille finalement se déclara neutre dans le différend qui opposait les deux Romains, César et Pompée, car, disait-elle, elle ignorait qui de ces deux bienfaiteurs elle avait le plus de besoin, elle avait le plus de droits surtout.
Parent au plus pressé et bien décidé d'éliminer au plus vite son rival, César gagnait alors l'Espagne en suivant la côte pour chasser des partisans de Pompée. Mais, sur le chemin, il y avait bien évidemment Marseille, dont la neutralité déclarée, l'agaçait décidément, au plus haut point. Marseille qui n'avait pas voulu prendre position et qui pouvait, si finalement elle devait pencher du côté de Pompée, servir à ce dernier de force d'appui. C'était là en tout cas un risque que le futur impérator ne pouvait pas se permettre de prendre. Alors, aussitôt entré sur le territoire massaliote, qui commençait à Nice, ne l'oublions pas, il tenta une nouvelle manœuvre de conciliation. Il convoqua les 15 premiers, c'est-à-dire l'oligarchie qui présidait aux destinées de Massalia. Il les reçut avec faste dans sa tente luxueuse, ornée d'aigles impériaux, et entouré de ses principaux lieutenants et conseillers. Nous étions en avril 49 avant Jésus-Christ. Aussitôt, il tenta de les gagner à sa cause en leur faisant miroiter d'énormes avantages. Mais Apollonides n'est ni ébloui ni impressionné par les paroles du grand César, qui semble le toiser avec une certaine condescendance, même s'il s'efforce de s'abaisser au niveau du chef massaliote. Les 15, susceptibles comme peuvent l'être souvent les Marseillais, n'apprécient guère cette attitude. Ce n'est pas en féaux qu'ils sont venus, et Apollonides entend bien parler de chef d'État à chef d'État. Mais s'il parle toujours franchement, cela n'exclut pas la diplomatie. S'adressant directement à César et ignorant superbement ses lieutenants, il lance d'un ton solennel. Notre devoir est de témoigner à chacun une reconnaissance égale, de ne donner à aucun des deux une aide contre l'autre. Et ce n'est certainement pas la réponse qu'attendait César, qui a du mal à dissimuler son courroux. Sur ces entrefaites, le centurion Missus Rapidus, visiblement essoufflé, surgit, le visage ruisselant de sueur. « Ave César, j'ai une nouvelle très importante à te communiquer. » César et le centurion sortent de la tente, et César n'en croit pas ses oreilles. Missus arrive directement de Massalia, où les vaisseaux de guerre de Pompée mouillent dans le port et ont rempli les greniers publics de blé et de nourritures diverses. Massalia semblait donc se préparer à un éventuel siège. Oh, César enrage. Ah, il redoute un siège. Eh bien, on ne va pas les décevoir. Ils vont l'avoir, leur siège. Mais il a appris à être prudent. Après avoir été maintes fois roulé dans la farine par ces damnés Gaulois rusés comme des renards. Même après la reddition de leur chef, Vercingétorix, des poches de résistance subsistaient partout en Gaule, et les Gaulois, par petits groupes, continuaient à égratigner sa glorieuse armée. César rejoint donc les 15 et les remercie chaleureusement de s'être déplacés, en les assurant qu'il allait étudier sérieusement leurs propositions. Apollonides semble assez satisfait, même s'il se méfie des paroles lénifiantes de César. Il n'a pas tort en l'occurrence, car à peine qu'il est de retour avec ses amis à Massalia, que César arrive sur leurs talons avec 3 légions, soit 18 000 hommes. La cité phocéenne a eu bien raison de se préparer à un siège. Arles, qui observe de loin le manège et qui considère depuis longtemps Massalia comme sa rivale, s'allie aussitôt aux Romains et acclame l'envoyé de César, Decimus Brutus, qui met en chantier 12 vaisseaux de guerre. Ces navires achevés et armés, en moins de 30 jours, gagneront la rade de Massalia grâce
au canal que le consul Marius avait fait creuser, ces fosses mariennes qui donneront Fos-sur-Mer. Et autant dire que César entendait en finir très vite avec la cité trop imbue d'elle-même, et qui entendait lui donner des leçons à lui, le grand César. Mais alors qu'il observait du haut de la colline où se lèvera dans quelques siècles la gare Saint-Charles, les impressionnants remparts qui ceinturaient la ville, entourés d'eau des trois côtés, il en vint à douter, comme s'il pressentait un danger invisible. Le danger que l'on pressent, mais que l'on ne voit pas, est celui qui trouble le plus, disait-il quelquefois. Car Jules César, qui semblait si sûr de lui et dominateur, était un inquiet, soupçonneux et se méfiant de tout le monde, loin de l'image qu'il laissera dans l'histoire. Lui dont la devise était « Veni, vidi, vici », je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, semblait soudain douter de la victoire, ou tout au moins, en l'occurrence, d'une victoire rapide et sans grande perte, comme il l'avait espéré. Il est bien évident qu'il fut aussi à ce moment-là fortement impressionné par la défense de la ville, comme il le rapportera dans La guerre civile, écrit après la victoire. Il y avait depuis longtemps dans la place un tel approvisionnement de matériel de guerre et une telle quantité de projectiles qu'aucun écran d'osier ne pouvait en soutenir leur puissance. Des poutres de 12 pieds de long, armées de fer, lancées par d'amorces balistes, se fichaient en terre après avoir traversé 4 épaisseurs de clés. L'ampleur des travaux à effectuer, la hauteur du rempart et des tours, la multitude des machines de guerre ralentissaient la conduite des opérations. Le siège sera effectivement long et difficile. Les Romains construisirent des tours mobiles, capables d'amener fantassins et sapeurs au plus près des remparts pour pouvoir tenter l'assaut. Des tours innovantes pour l'époque. Pour cela, il fallait du bois. Or, il n'y en avait guère autour du grand port, si ce n'est dans le bois sacré que les Grecs plaçaient hors les murs. Le poète et historien Lucain rapporte que les soldats romains étaient effrayés à l'idée de devoir porter la hache sur des arbres sacrés, craignant de s'attirer la colère des dieux. Et Massaliote, profitant de cette crainte, les confortèrent alors dans celle-ci, les menaçant des pires fléaux venant du ciel. Ainsi commença ce que l'on appellerait aujourd'hui une guerre psychologique. Et les Marseillais, qui savaient déjà si bien raconter des histoires et faire prendre des vestiges pour des lanternes, en rajoutaient chaque jour davantage. César, transfiguré par la colère, qui était sans doute plus redoutable que celle des dieux, les menaça des pires avanies, et à coups d'arguments finira par saisir lui-même la cognée pour porter le premier coup. Le ciel ne lui tomba pas sur la tête, et ces hommes galvanisés et honteux de leur couardise poursuivirent le travail, et tout le bois sacré y passa. Désormais, les assaillants disposaient de tout le matériel nécessaire à la construction de leurs engins d'assaut. Derrière le rempart, les Massaliotes les attendaient de pied ferme. Apollonides à leur tête, tandis que l'amiral Parménon dirigeait les vaisseaux de guerre renforcés par la flotte de Pompée. Dès les premiers assauts, César dut se rendre à l'évidence. Il avait vu juste. La victoire ne serait pas aisée, et il fallait s'inscrire dans la durée. Toutefois, l'urgence pour lui, étant à présent d'en découdre avec les troupes fidèles de Pompée, avant que celle-ci s'impose définitivement en Espagne, il confia à son principal lieutenant, Caius Trebonius, la responsabilité de poursuivre le siège avec ses 3 légions
et il prit le chemin de l'Espagne. Le combat ne se déroulait pas seulement sur terre. De grandes batailles allaient se dérouler en mer. Decimus Brutus s'était embusqué avec ses navires dans les criques du Frioul, afin d'empêcher toute fuite par la mer et d'intervenir au plus tôt en cas de nécessité. Dans la stratégie de César, il s'agissait de prendre les Massaliotes en tenaille. Mais si les Romains s'attendaient à une forte résistance sur terre, ils ne pensaient pas rencontrer de grandes difficultés sur mer. Toujours un peu bravaches, les Massaliotes, avec à leur tête l'amiral Domitius, prirent l'initiative des premiers combats maritimes, confiant dans la légèreté et donc dans la mobilité de leurs bateaux face à la pesante et lourde armada romaine. Le fait est qu'ils utilisent au mieux cet avantage. Ils foncent, glissent, rapides et redoutables, heurtent l'ennemi, puis fuient, s'alignent ou se groupent, enveloppent, attaquent les bateaux romains, en raflent souvent, les mettent en pièces s'ils ne peuvent les ramener pour les radouber dans le port. La flotte de César est d'abord surprise, mais elle finit par retrouver l'avantage, car le moins que l'on puisse dire est que si les Massaliotes étaient d'excellents marins et d'avisés commerçants, ils n'étaient pas d'habiles stratèges maritimes, et ne trouvent pas la parade pour contrer la soudaine contre-attaque farouche de Decimus Brutus. Mais par la force des choses, il fut remis hors de combat assez rapidement, et sur 17 vaisseaux, 9 finiront par être coulés. Pompée dépêcha alors à ses alliés massaliotes 16 autres navires de guerre armés de fer au bec et à la proue, sous les ordres de Nasidius. À Marseille, ce fut un délire de joie, et aussitôt tous les vieux bateaux radoubés, les neufs construits à la hâte, et même les barques des pêcheurs, prirent la mer à la rencontre de la flotte de Nasidius, accompagnés des prières des vieux, des pleurs des femmes, des lamentations et des vœux de toute fille à marier, et, au comble de bonheur, notre imprévisible ami, le Mistral, souffla du bon côté. À bord des navires, les archers sont en ligne, prêts à l'attaque, renforcés par les albiges, ces bergers réquisitionnés dans leurs montagnes, rudes et aguerris, mais visiblement mal à l'aise, hors du plancher des vaches. La bataille fut rude entre la flotte de César et les bateaux de bric et de broc des Massaliotes. Quant au navire salvateur de Nasidius, personne n'en vit la couleur. En fait, il n'avait fait que passer au large de Marseille et avait mis le cap sur l'Espagne. On imagine le spectacle dantesque vu depuis les remparts de Massalia. Sous le ciel resté d'azur, la mer, elle, est de feu et de sang. Certains chroniqueurs massaliotes de l'époque nous ont laissé de précieux documents dans lesquels ils relatent avec force détail le déroulement des événements et des moments forts de cette bataille mémorable. Tous soulignent le rôle déterminant d'Apollonides. Apollonides, notre premier magistrat, a tenu à prendre en personne la direction des opérations. Parménon commande la flotte. Du haut des remparts, tout le monde croit à une rapide victoire de nos couleurs. Las, la bataille va court. Les dieux et les vents nous sont contraires. Moins habiles à l'abordage, les timoniers romains de Brutus font montre en revanche d'une efficacité diabolique dans l'art du corps à corps. Sur 17 navires en lice, nous allons en perdre 9, éperonnés et coulés en bonne et due forme dans une mer rouge du sang des combattants. La bataille navale décisive s'engagea au large de Toroentum, Saint-Cyr-sur-Mer, où Parménon, malgré son courage et sa détermination, finira par subir une nouvelle et cuisante déroute.
Même si, à l'annonce de cette mauvaise nouvelle, un grand deuil saisit les cœurs, comme le note Notre-Dame, cela n'entama pas longtemps le moral des Marseillais qui, derrière leurs remparts, s'organisaient au mieux pour repousser toutes les attaques. Le siège de la ville est prévisible et ils s'y préparent, faisant appel aux albiques, les habitants des collines d'Aubagne, hommes agrestes et ruraux qui de tout temps et ancienneté, souligne Nostrodame, avaient été sous leur protection, lesquels leur apportent le blé du pays plat, dressent des ateliers pour forger les armes, rhabiller les vaisseaux et remplacer murailles et portes. À plusieurs reprises, les Marseillais parviennent à incendier les tours d'assaut. Les pertes des assaillants sont nombreuses, et Rome, la plus grande puissance du monde, semble mise en échec. Gaius Trebonius commence à s'alarmer. César lui a laissé entendre qu'il entendait bien qu'à son retour, Massalia soit à ses genoux. Or, la cité phocéenne démontre chaque jour sa faculté de résistance. Apollonides croit même la victoire possible. Repousser et mettre en fuite les légions romaines n'est pas une utopie, mais à condition que cela se fasse très vite, car, Apollonides le sait bien, le temps n'est pas son allié. Au bout de 40 jours de résistance acharnée, il sent bien que la situation va devenir de plus en plus difficile pour les assiégés, car ils sont coupés du monde et ne peuvent donc pas compter sur un renfort extérieur. Alors, Alea jacta est, le sort est jeté. Le sort en est jeté, comme aurait dit César. Mais c'était sans compter sur la détermination d'Apollonides et des assiégés. Gaius Trebonius eut beau intensifier la pression, rien n'y faisait. Non, il ne voulait pas s'avouer vaincu, les courageux massaliotes, et c'est toute la population, jusqu'aux femmes, aux enfants et aux vieillards, qui résistent vaillamment aux coups de boutoir romains. Elle ira jusqu'à susciter l'admiration de Trebonius, qui, dira Nostrodame, est bien aise de voir comment dans la ville toute la jeunesse qui est demeurée, les vieilles gens avec les femmes, les enfants, les corps de garde, des boulevards et du haut des murs, joignaient les mains en contremont ou allaient de côté, et d'autres visitaient les temples des dieux immortels, se mettant à genoux devant leurs images et faisant d'ardentes supplications pour la victoire. Stoïque, la population marseillaise vivra des heures terribles, mais continuera à croire à la victoire finale. Entassée dans des greniers, la nourriture commencera cependant par devenir inconsommable. Le blé moisira, le vin virera à l'aigre, et l'eau elle-même, l'eau qui alimentait l'oppidum, rendue putride par les Romains, devint imbuvable. À la famine, à la soif, s'ajouta la chaleur d'un été particulièrement caniculaire et les maladies. Les chroniqueurs décriront alors la désolation qui s'abattra sur la population et ils relateront longuement les semaines d'endurance des Massaliotes face aux assauts des troupes de César, décrits comme un monstre de cynisme et de cruauté. En fait, pour être objectif, rien ne corrobe cette réputation de cruauté. De tous les empereurs de la Rome antique, il est même probable que César fut certainement le plus humain. Lorsqu'il sera en possession du pouvoir absolu, il s'efforcera de régner dans l'intérêt général, il amnistiera ses anciens adversaires, entreprendra une série de réformes, comme l'introduction de Gaulois ou d'Espagnols au Sénat, il donnera des terres aux vétérans, réformera les impôts, contrôlera sévèrement les gouverneurs et magistrats des provinces et procurera du travail aux pauvres. Quant à son nom,
César, qui deviendra, avec l'empereur Octave, un titre impérial porté plus tard par tous les grands empereurs, et qui donnera à la fois le Kaiser allemand et le tsar russe, il faut préciser qu'il venait du fait que son arrière-grand-père, Nummerus Julius, serait né par césarienne, mot issu du verbe latin caesare, signifiant couper. Toutefois, au temps de César, une explication plus valorisante se répandit, propagée par ses proches, qui firent de César un surnom signifiant trancheur, lequel aurait été donné à un héros des guerres puniques ayant tranché les jarrets d'un éléphant de l'armée carthaginoise. Quoi qu'il en soit, monstre ou pas, César était désormais la bête noire des Massaliotes, et on le comprend aisément. Les Massaliotes, qui malgré leur souffrance, continuaient à résister vaillamment. Pourtant, au bout de 6 mois de combat, en septembre 49, épuisés, affamés, nourris de vieux millets et d'orges gâtées, en proie aux scorbutes et aux épidémies, constatant l'état de leur défense, ils finiront par se rendre à l'évidence. Les dieux, malgré leurs prières et leurs supplications, n'étaient pas avec eux. Marseille dut courber le front et décida de capituler royalement. Ses chefs, ornés de bandeaux blancs, se présentèrent à la porte sans armes, main levée. Apollonides pria seulement Trébonius de démolir la tour et tous les ouvrages guerriers. Avait-il donc une idée derrière la tête? Il insinua, en tout cas, toujours d'après notre historien, qu'aussitôt César arrivé, les soldats romains, mus de la friandise et de l'attente du pillage, pourraient tout aisément se jeter dans la ville et la mettre en finale destruction avec plusieurs autres. Telles remontrances furent prononcées par les Marseillais comme par des gens doctes, éloquents et bien polis, fort pathétiquement, avec abondance de pleurs et de larmes, pour les émouvoir à compassion. Les Marseillais de tout temps ont toujours été d'excellents comédiens, et ce qui est certain, c'est que Trébonius sembla s'émouvoir, puisqu'il suspendit toute représailles jusqu'à l'arrivée de César. En réalité, il avait reçu un ordre de celui-ci, défense absolue, de saccager la ville selon l'usage et de tuer tous les mâles au-dessus de 14 ans, autre usage courant. En leur interdisant à son corps défendant le pillage et l'assassinat, Trébonius se trouvait dans une position délicate par rapport à ses hommes, et il dut subir leur rancœur et leur indignation. Oh, à quoi bon être victorieux si l'on ne peut même pas en tirer quelques petits profits? Quelle époque! Mais, de surcroît, il se rendit bientôt compte qu'il avait été manipulé par les Massaliotes. Aussitôt la tour démolie, il s'était fait doux et bénin pour mieux l'endormir. Et ainsi les Romains s'étaient-ils livrés sans méfiance au jeu, au repos, au plaisir, à la mollesse, en abandonnant les armes. Ils attendaient tranquillement César, tandis que les rusés Marseillais attendaient leurs alliés de toujours, le Mistral. Dès que celui-ci se leva, ils s'empressèrent à mettre le feu à tous les ouvrages en bois, et le vent les aida si bien que le feu dévora tous les ouvrages et machines de guerre, avant même que les Romains se soient remis de leur surprise. À coups de pierre, ils empêchèrent les légions d'approcher, et en 2 jours, tout s'envola en fumée, grâce à la violence du vent et à leur ruse. Ah, on imagine la joie de la population de Marseille, qui laissa éclater son bonheur, trop heureuse du bon tour joué à l'assaillant. Mais celle-ci fut de courte durée.
Sans nouvel aliment, l'incendie finira par s'éteindre, et Trébonius, qui n'avait guère apprécié d'avoir été dupé, reprit aussitôt l'assaut et ordonna de tout refaire et au plus vite, en briques, le bois manquant après l'incendie. Les Marseillais perdaient ainsi leurs alliés, Feu et Mistral, et ne pouvons plus compter désormais sur leurs larmes pour amadouer l'adversaire, par ailleurs de plus en plus affamés et en manque de nouveaux stratagèmes. Il ne leur restait plus qu'à s'incliner, et cette fois-ci sérieusement. Il n'y avait plus d'autre solution. Voici ce que nous en dit Notre-Dame. Se voyant accablé de toutes sortes de maux et réduit à une finale indigente de vivre, défait en 2 rencontres par la mer, rompu et rembarré honteusement en plusieurs et diverses saillies, molesté avec tout cela d'une forte griève pestilence pour avoir été si longtemps renfermé, joint le changement de viande, car tous n'étaient soutenus d'autre chose que de vieilles pains et d'orges corrompus et gâtés, dont ils avaient de longues mains fait réserve pour s'en aider, la plupart de leurs murailles démolies et renversées, hors de tout espoir désormais de ces provinces et armées qu'ils avaient su venues à main et pouvoir de César, ils délibérèrent de se rendre à bon escient sans plus de fraude ni malice. César poussa un soupir de soulagement en constatant à son retour d'Espagne que Marseille avait enfin rendu les armes. Avec une grande dignité, Apollonides ordonna que soient remis à son vainqueur armes et machines de guerre, fit sortir ses derniers vaisseaux des chantiers navals et livrait l'argent du trésor de la cité. Son attitude, sa grande dignité et le courage des Marseillais soulevaient l'admiration et le respect des Romains, qui en vinrent presque à acclamer Apollonides lorsqu'il s'inclina noblement devant César. Et le monstre, qui n'était pas si monstrueux qu'on voulait bien le dire, épargna Marseille. La voulant conserver, dit Notre-Dame, pour le nom et l'ancienneté de la ville, plus que pour ses mérites et bons devoirs en son endroit, y laissant une garnison permanente de 2 légions. De retour à Rome, César fit figurer néanmoins dans son triomphe la statue de Massalia, provoquant l'indignation de Cicéron, qui s'offusqua publiquement de voir ainsi traiter une alliée si fidèle. En fait, si César avait mal digéré que Marseille s'opposât à lui, en soutenant Pompée, de surcroît avec tant de ténacité, sa fureur envers la fière cité grecque, fut de courte durée. Ira furor brevis est. La colère est une courte folie, comme disait Horace. Et bien vite César se ressaisira et son courroux se dissipa. Et on peut même dire qu'il fit preuve de clémence à l'égard de Marseille, qu'il l'épargna, comme on l'a vu, et de ces sacrés Marseillais, sans doute, je vous dirais, plutôt par souci d'apaisement, mais aussi par respect pour leur courage et par volonté de renouer avec le passé. En souvenir de son ancienne alliance, dit Strabon, les Romains se montrèrent indulgents pour les fautes que les Marseillais avaient commises. César, qui en bien d'autres circonstances avait démontré qu'il n'était pas un tendre, à défaut d'être un monstre, ménagea Marseille. Ses habitants conservèrent leur liberté, ou tout au moins une apparence de liberté. Le rempart, qui en fait était seulement endommagé, resta en place. La ville ne reçut pas le statut de colonie. Elle resta une cité libre et à ce titre garda son autonomie, même si elle sera étroitement liée à Rome par un traité définissant strictement ses droits et ses devoirs.
Son rôle commercial en Méditerranée occidentale fut préservé, et le port reprit ainsi très vite son activité, même si celle-ci paraîtra déclinante par rapport à celle des villes concurrentes. C'est le début de la période que l'on appela la paix romaine, la Pax Romana, et au cours de laquelle la cité phocéenne va retrouver sa prospérité économique. Par ailleurs, peu à peu, au fil des années, la cité phocéenne se romanisa et s'imposera comme un centre culturel de première importance. Cependant, à Rome, Jules César, au fait de sa puissance, est devenu le maître du monde, est assassiné en pleine séance du Sénat 44 avant Jésus-Christ par Brutus, son protégé. Il s'écria alors: Tu quoque fili, toi aussi mon fils. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Marseille ne se réjouira pas de la mort de Jules César, qu'il avait pourtant vaincu, car il avait su se montrer magnanime envers les Marseillais. Son neveu et fils adoptif Octavien lui succédera après avoir éliminé son rival Antoine. Il prendra le nom d'Auguste, le titre d'imperator, s'assurant presque tous les pouvoirs sous des apparences républicaines. Il mènera toutefois une politique de paix et de prospérité, mais n'apportera rien à Marseille, préférant commercer avec Arles ou Narbonne qu'avec une ville dont il n'avait pas la totale maîtrise. Avec les 12 Césars qui se succédèrent pendant près de 150 ans, et que l'auteur latin Suétone évoque admirablement dans la vie des 12 Césars, à savoir César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et Domitien, empereur de 81 à 96, Marseille entretiendra des rapports quelquefois excellents, grâce notamment à la qualité des médecins massaliotes, habiles héritiers des grandes médecines grecques et égyptiennes, qui, au fil des ans, deviendront les médecins des empereurs romains. Parmi ces médecins réputés qui seront invités à exercer à Rome et seront soutenus particulièrement par Néron, on peut citer Démosthène, célèbre ophtalmologiste, Crinas ou encore Charmis. Sous les Césars, Massalia deviendra Massilia et le port fut remodelé et agrandi. En 131, par un édit perpétuel, l'empereur Hadrien consacra la situation privilégiée de Massilia. Il confirmera les prérogatives de la cité phocéenne, son organisation politique et religieuse, son droit commercial et maritime, son apport considérable dans le domaine culturel et scientifique, en reconnaissant officiellement, avec cet édit perpétuel, son efficacité et son indéniable contribution au progrès de l'humanité. Son règne, et de façon plus générale, le IIe siècle, sera une période d'exceptionnelle stabilité, et les cinéphiles amateurs de péplum ne se lassent pas de revoir l'empereur Marc Aurèle, interprété par Alec Guinness, et sa fille, Sophia Loren, passer en revue à Vienne les innombrables peuples soumis et promus au rang de fédérés au sein de la Pax Romana, dans l'excellent film d'Anthony Mann en 1964, La chute de l'Empire romain. Ils sont si nombreux que Marc Aurèle doit se faire souffler les noms des souverains. À ce sujet, il faut bien dire que, comme la disparition des dinosaures ne s'est pas produite en quelques années, mais en plusieurs siècles, Rome ne s'est pas défaite en quelques années, mais en un peu plus de 2 siècles, à partir de la disparition en 780 du sage et stoïcien Marc Aurèle, qui nous a laissé ses admirables pensées écrites en grec. Je ne résiste pas d'ailleurs au plaisir de vous en lire rapidement une ou deux.
La perfection morale consiste en ceci: à passer chaque jour comme si c'était le dernier, à éviter l'agitation, la torpeur, la dissimulation. Qui vit en paix avec lui-même, vit en paix avec l'univers. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements. Et quelques jours avant sa mort, la mort n'est peut-être qu'un changement de place. À Marc Aurèle succédera son fils, le cruel empereur Commode, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'était guère commode. Et dès lors s'enclencha, rythmé par les invasions barbares, le cycle infernal. En 410, après le premier sac de Rome par les Visigoths, qui annonce cette chute, saint Augustin déclarera avec philosophie, en apprenant la nouvelle: vous vous étonnez que le monde périsse. Le monde est comme l'homme. Il naît, il grandit, il meurt. Pour en revenir à Massilia plutôt, et à son apport dans le domaine culturel. Dans les faits, cela se traduisit par l'envoi dans notre ville, plutôt qu'à Athènes, de jeunes Romains désireux d'acquérir ou de perfectionner leur bagage intellectuel. Pour ne prendre qu'un exemple, le général Julius Agricola, qui s'illustrera dans la conquête de la Grande-Bretagne, atteignit les plus hauts rangs de l'Empire grâce à cette formation massaliote, qui devait confier son gendre et biographe Publius Cornelius Tacite, mêler heureusement la sévère économie provençale à la politesse grecque. Massilia, à l'heure des Césars et au-delà, pourra se targuer d'être l'Athènes culturelle des Gaules. Mais progressivement, les Marseillais, de plus en plus pénétrés par la société romaine, perdirent une partie de ce qui faisait leur spécificité, notamment dans le domaine politique. Les Timouques disparurent, la ville fut administrée par des décurions, sorte de chefs politiques et militaires. Les grandes familles prirent des noms latins et souvent la citoyenneté romaine. La ville perdit ses libertés essentielles en devenant un municipe, à savoir une ville soumise à Rome ayant les droits de cité romaine, tout en se gouvernant par ses propres lois. Et surtout, l'écart entre riches et pauvres se creusa, et à côté de multimillionnaires, les mendiants, que l'on faisait mine de ne pas voir, devinrent légion. Il y a pourtant une notion essentielle que les Marseillais surent conserver en dépit des bouleversements de la société. C'est celle de l'égalité devant la loi. Pour Claude Nicolet, historien de la Rome antique, cette notion est l'héritage de Rome, ce qui lui fait dire souvent « nous sommes tous des citoyens romains ». En fait, je pense que l'égalité des chances de chacun devant la loi, la même pour tous, que l'on soit riche ou pauvre, puissant ou misérable, existait à Massalia avant même l'irruption romaine. En matière de mœurs, Marseille allait aussi s'éloigner peu à peu de ses pratiques sages, voire austères, et devenir plus célèbre par le dérèglement de ses mœurs que par ses marins ou ses commerçants, même si la confrérie des bûcherons et des charpentiers, très active, laisse supposer que les chantiers navals continueront à fonctionner. Marseille développe aussi parallèlement un corps de sapeurs-pompiers, des madricarii, divisés en cohortes, et cela, nul doute à ce sujet, le doit aux Romains. Chacune de ces cohortes effectue des patrouilles. Au moindre feu signalé, la patrouille envoie des héros parcourir les rues en criant « À l'eau! À l'eau !» La cohorte arrive alors avec des seaux, des haches, des cordes et des pompes publiques. Massilia conservera des rapports privilégiés avec Rome.
même lorsqu'elle dut s'enfuir à Byzance et que les hordes barbares, Visigoths, Burgondes, Ostrogoths envahirent la Provence. Marseille devint alors le refuge des notables romains chassés des bords du Rhône ou de l'Aquitaine. Et puis, un beau jour, une barque sans voile, ni rame, ballottée comme un fétu de paille dans la tempête, vint s'échouer aux confins de la mer et d'un étrange territoire de sable et de marée, un monde singulier où volent de grands oiseaux roses, des flamants roses, et où mugissent des taureaux noirs qui semblent descendre en ligne directe du Minotaure de l'Antiquité. De ce frêle esquif descendent Lazare, le ressuscité, Sidoine, l'aveugle, Joseph d'Arimathie, le juif fortuné, les sœurs de Lazare, Marthe de Béthanie et Marie de Magdala, Marie Jacobée, Marie Salomé, Maximin, Trophine et une kyrielle de futurs saints. Une fois débarqués, chacun prend une direction différente. Maximin part pour Aix, Trophine pour Arles, Marthe pour aller vaincre la Tarasque, Marie-Madeleine pour une grotte à flanc de montagne dont elle fera la Sainte-Baume, et Lazare pour Marseille. Une nouvelle religion s'installe et toute la Provence y adhère rapidement et les relations avec Rome deviendront difficiles jusqu'au règne de Constantin, le premier empereur romain à se convertir sur son lit de mort à cette nouvelle religion qui s'appelle le christianisme et deviendra la religion officielle dans les Gaules. Pour Marseille, c'est une époque nouvelle qui commence. Alors que le monde romain se décomposait inexorablement, la cité phocéenne devenait la très catholique. Puis le temps passa et on oublia ce glorieux passé. Les Marseillais eux-mêmes finirent par l'oublier. La destruction d'une partie des vieux quartiers par les Allemands en février 1943 exhuma soudainement la Massalia grecque et la Massilia romaine. En déblayant les 14 hectares de décombres semés entre la Tourette et l'hôtel de ville, c'est tout un pan de l'histoire de Marseille dans l'Antiquité qui allait surgir. Le sauvetage de ces sites exceptionnels fut entrepris dans des conditions déplorables par l'archéologue Fernand Benoît en 1946. Mais ce n'est qu'en 1993 qu'une équipe d'archéologues chevronnés, dirigée par une femme à laquelle je voudrais ici rendre hommage, Antoinette Esnard, allait démontrer, en entreprenant des fouilles dans le chantier du futur parking souterrain de l'hôtel de ville, l'importance du port antique qui se prolongeait jusqu'à l'actuelle place Jules Verne. Plus tard, à l'emplacement du centre Bourse, on retrouvera les restes des docks romains, les gradins du théâtre grec et les fondations des remparts qui avaient tant impressionné César. Mais tout cet ensemble archéologique de première grandeur sera rapidement et définitivement recouvert, et seul subsiste ce que l'on peut voir aujourd'hui dans le musée d'histoire de Marseille et le jardin des vestiges. Même si les archéologues ont aujourd'hui priorité sur les pelleteuses, celles-ci finissent toujours par avoir le dernier mot, et les quelques vieilles pierres encore sauvées, ici et là, chaque fois que l'on creuse un trou pour bâtir des immeubles, des parkings ou des centres commerciaux, ne sont plus que le pâle reflet d'un imposant patrimoine sacrifié pour des impératifs de modernité, celui de la plus ancienne ville de France, qui défia César et revendiqua toujours, tout au long de son histoire, son indépendance. Alors,
je vais vous faire une confidence. Ouais. Quand je vais au centre-bourse et que je vois les vestiges de cette époque, même si je suis pressé, je ralentis le pas et j'ai une petite pensée pour les farouches défenseurs de Massilia et pour celui qui osa défier César et fut l'un des premiers héros de la grande histoire de notre ville. Merci, monsieur Apollonides. Et merci à vous.